Bonjour à tous. Bonjour à tous, Christian Gautreau, bienvenue au pôle systématique Paris Région. On est très heureux de vous accueillir pour cette semaine des champions. Comme vous le savez peut-être, le label champion est décerné par le pôle depuis 2011 et on a déjà une soixantaine de lauréats d'entreprises labellisées qui sont pour certaines devenues des brillants succès, des brillantes entreprises, des brillantes licornes. Et on est très heureux de vous accueillir. Voilà. La promotion 2022, elle est particulièrement placée sur deux signes. Le premier, c'est la résilience, puisque pour un bon nombre des lauréats, c'est des entreprises qui se sont construites sur la durée, qui ont travaillé un temps long sur leur technologie et qui ensuite ont accéléré. C'est le cas en particulier de la société que nous présentons aujourd'hui, Accelor. C'est une société qui a été créée en 2005 et qui, dans sa dynamique, a bien maturé son marché pour, depuis quelques temps maintenant, prendre une accélération, j'allais dire, sur un temps plus actif. Et puis le deuxième point, c'est l'adaptabilité. Au fur et à mesure des évolutions de chacun de nos membres, on a eu cette dynamique d'adaptabilité qui est le succès de beaucoup d'entreprises. Alors, ce label, cette promotion, elle a été désignée par un jury. Donc, tous les ans, le jury, il est composé à la fois de membres du pôle, de spécialistes d'innovation, de champions. Les champions de l'année précédente participent au jury. Et donc, Accelor, bien sûr, comme Damae Médical et les autres, feront partie du jury 2023. Et puis, on a aussi un certain nombre de partenaires qui sont des partenaires financiers, des partenaires investisseurs qui sont présents dans ce jury. Ce jury est sous la haute tutelle de Fadwa Sué, que nous saluons, qui est la vice-présidente du pôle et qui pilote ce jury et cette organisation des champions. Alors aujourd'hui, Accelor, le jury a particulièrement apprécié 4 points dans la candidature d'Accelor. Le premier, technologique, puisqu'on est un écosystème deep tech, eh bien, c'est le combo de deux choses. La première, c'est d'avoir une dynamique d'éditeur open source et de travailler sur la souveraineté. L'open source, avec une dynamique d'édition, c'est une garantie, c'est une preuve de souveraineté pour les entreprises qui utilisent ces systèmes, mais également pour les entités publiques. Et on sait qu'en France, on est très preneur de cette dynamique. Le deuxième point, c'est sur la techno. Que ce soit sur le low-code ou sur le no-code, l'intérêt de cette techno, c'est qu'elle a vraiment un focus sur les métiers. Et donc, les métiers qui gardent leur souveraineté, j'allais dire, dans l'entreprise, qui ne sont pas dépendants d'applicatifs, j'allais dire, standards, et surtout une expérience utilisateur qui est encore plus riche puisqu'il y a la possibilité, par des non-ingénieurs, des non-spécialistes du code, de pouvoir adapter en temps réel et de pouvoir faire évoluer leurs applications. Ça, c'est vraiment open source et techno low-code, c'est vraiment le combo, j'allais dire, gagnant d'Accelor. Deuxième point, une vraie dynamique test and learn. C'est-à-dire qu'on a bien, le jury, et moi aussi, on a apprécié chez Accelor cette dynamique de tester des choses, d'en tirer des leçons et d'adapter ces produits. Et aujourd'hui encore, sur des nouvelles bases technologiques, de faire évoluer la combinaison de ces applicatifs que vous verrez dans la foulée. Et puis, troisième point, Accelor s'est tout de suite placé dans une dynamique de vente indirecte, et en particulier avec la construction et l'animation d'un réseau de partenaires intégrateurs qui a particulièrement été soigné. Peu d'entreprises de la taille d'Accelor ont 25 partenaires en France et aussi dans le monde. Et cette dynamique, ça permet, maintenant que les solutions sont établies, que le modèle est établi, ça permet vraiment de lancer une dynamique de mise sur le marché qui est vraiment importante. Et dans la partie open source, les acteurs sont toujours sensibles d'avoir un relais local qui va les réassurer. Ça, c'est important. Et ça a été très bien construit et très bien pensé par Accelor.
Et puis, dernier point, c'est l'esprit, c'est la culture d'entreprise singulière qui a été créée, qui est animée au sein d'Axelor. Et en particulier, ce qui a particulièrement apprécié le jury, c'est de nommer à sa direction marketing un docteur en philosophie. Ça, c'est presque de l'inédit et ça démontre l'intérêt de la culture d'entreprise et de la dynamique que Axelor, ses dirigeants et tous ses salariés ont mis dans le déploiement de cette entreprise. Donc voilà un peu les points particuliers sur lesquels le jury a particulièrement apprécié cette candidature, hein, et on félicite Axelor. Et voilà. Je vais juste pour vous rappeler qu'en fait, on a encore un webinaire demain qui sera donc sur notre dernier champion. Vous pouvez toujours vous inscrire. Et voilà. Quelques rappels pratiques. Vous pouvez dès maintenant poser des questions, pas dans le chat, mais plutôt dans l'onglet questions qui se trouve juste à côté. Et puis, en fin de séance, on va organiser une séance de questions-réponses et vous pourrez au fil de la présentation, n'hésitez pas, bien sûr, à poser des questions. Voilà. Et bien maintenant, nous accueillons Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Christian. À toi bonjour. de nous montrer, de nous démontrer tout l'intérêt que nous avons, nous, chez Systématique et le jury a eu à vous désigner champion. Et voilà. Et je te laisse la parole. Eh ben c'est parti. Alors déjà, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je suis très content de pouvoir représenter Axelor au cours de ce webinaire et j'espère vous emmener avec moi dans cette aventure que sont les processus low-code et les applications low-code. Alors, je passe un peu la première slide de présentation puisque le contexte, vous l'avez déjà tous un peu manipulé via les différents mailings d'inscription. ERP, application métier, low-code et no-code, c'est vraiment ce qui va nous accompagner tout au cours de ce webinaire. Et je vais commencer par une très très rapide présentation d'Axelor, Christian ayant déjà un peu contextualisé notre entreprise avec les premiers chiffres, notamment 2005, la création de la société. On a ici une frise chronologique. On remarquera quelques éléments intéressants. 2008, la création d'Axelor India. 2014, première version light de notre application. 2021, création d'Axelor Maroc. Donc, on a une réelle volonté de conquérir un marché mondial à travers ces différents Axelor. Et surtout, je me permets de souligner 2022, une année très importante, très structurante pour nous, avec la première levée de fonds d'un montant de 10 millions d'euros réalisée sur des fonds français. Voilà pour Axelor en quelques chiffres. Et puis, maintenant rentrons un peu plus dans le vif du sujet, à savoir la plateforme hybride. Qu'est-ce qu'Axelor, en tant qu'éditeur de logiciels, apporte au monde du SI? Alors nous avons une approche plateforme, c'est-à-dire que nous avons mis en place une application low code qui permet aux utilisateurs de venir rapidement structurer leur SI via cette partie low code pour le paramétrage, la partie BPM avec le moteur de workflow embarqué et aussi tout un pool d'applications métiers déjà disponibles. C'est la coexistence de ces trois environnements qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, à savoir la solution ERP Axelor. Alors, quelle est notre approche? Déjà, quelques mots ont été dits par Christian. La notion d'open source, qui est au cœur de la façon dont nous concevons notre identité. Cette open source pourtant ne nous permet pas, et ce n'est pas la volonté, de s'éloigner des standards du marché. Nous avons bien entendu, via cette volonté d'open source, un potentiel d'adaptation très fort et aussi la possibilité à la communauté de venir exprimer son talent, ses desiderata sur notre solution. Tout ça à travers une plateforme low code, très facile à prendre en main, pour peu que quelques connaissances techniques soient mobilisées, qui intègre directement un moteur de workflow
sur lequel j'aurai l'occasion, bien entendu, de revenir, plus tard pour vous montrer comment le manipuler, ce qui est, la partie un peu plus excitante de ce webinaire. Et tout ça nous a permis au gré des différentes, rencontres clientes ou partenaires que nous avons pu avoir, de mettre, sur pied, de bâtir une application ERP avec 30 applications métiers prêts à l'emploi, paramétrables, à paramétrer pour que tout à chacun puisse, implémenter une solution dans son business. Si on s'intéresse aussi aux objets connexes, qu'Accelor propose, c'est la partie vraiment no code, low code, où un utilisateur, ne trouvant pas satisfaction dans les 30 applications métiers, ou tout du moins pas toute la satisfaction attendue, a la possibilité, en quelques clics, de venir construire ses formulaires, construire ses objets métiers. Sur ces objets métiers, nous allons générer de la donnée et cette donnée, bien entendu, va pouvoir être récupérée pour faire de la BI. Cette BI peut être soit directement embarquée dans notre application, soit récupérée via des applications tierces comme Metabase ou Power BI pour les pratiquants du logiciel propriétaire. Et enfin, je terminerai sur cette présentation un peu rapide d'Accelor, l'utilisation d'un moteur de workflow qui s'appuie sur une norme BPMN, la norme BPMN 2.0. J'y reviendrai un peu plus dans le détail tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas forcément ces notions-là. L'idée étant que chacun peut, modéliser, concevoir ses processus métiers au sein de l'ERP et ensuite, bien entendu, les déployer. Le tout en faisant très peu d'efforts techniques, tout du moins. La trentaine d'applications de métiers dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai pas envie de vous noyer, dans une énumération. Sachez toutefois que, heu, l'application qui est full web propose, tout un tas de métiers disponibles. On va retrouver le CRM, la comptabilité, la production, la qualité et c'est l'ensemble de ces applications métiers qui vont vous permettre à chacun de pouvoir, construire l'ERP dont vous avez besoin via cette approche modulaire où les applications ne sont qu'à installer, désinstaller en fonction de vos besoins. Voilà pour la rapide, présentation d'Accelor et je vais maintenant passer sur le cœur de cette présentation, à savoir le low code et les processus et en quoi est-ce que ça constitue le futur des logiciels métiers. Alors le low code, petite piqûre de rappel, petite contextualisation. Le terme est apparu en 2014 chez Forrester. Alors peut-être qu'il est apparu avant chez d'autres personnes, mais en tout cas, moi j'ai ça comme source et c'est aujourd'hui une technologie ou une approche, en fait, on parlera peut-être plus d'approche, qui devient de plus en plus séduisante. On remarque que, Acumen Research and Consulting en 2022, donc c'est une publication assez récente, estime que le marché, pèsera 45 milliards en 2025 et 5 ans plus tard, en 2030, 159 milliards. Donc on a un facteur, quasiment 3 qui en 5 ans, c'est immense, hein, ce taux de croissance et à raison puisque toujours selon d'autres sources, estimatives, 2025, 70 des applications métiers reposeront sur des technologies low code ou no code. Donc ça, c'est Gartner qui nous le disait en 2020, où déjà 25 des applications métiers, étaient couvertes par, du low code. Alors pourquoi est-ce qu'on va, on trouve cet engouement autour du low code? Bah, déjà parce qu'on digitalise de plus en plus. On a aussi et c'est triste à constater, une réelle pénurie de développeurs et ces mêmes développeurs qui, n'ont pas forcément, on le verra, une immense plus-value à apporter sur des solutions low code, et on verra pourquoi, tout de suite après. Et enfin, l'apparition des nouveaux usages numériques, qui, nécessitent à tout à chacun de venir s'adapter, et rapidement, pour répondre aux différentes contraintes, qu'elles soient internes ou externes. Alors, cette tendance du low code, quels sont ses atouts? Bah, c'est des gains de temps, du temps et d'argent, bien entendu, puisque, Forrester nous disait qu'il y avait un facteur 10, dans la rapidité de déploiement, de développement entre une application, classique et une application low code. Ce facteur 10, il est corrélé aussi avec, le fait que la mise en place de nouvelles applications ne nécessite plus un immense bagage technique
et au contraire, on vient recentrer la création d'applications sur du métier, sur du fonctionnel. Demain, si vous, mettez dans les mains, d'un consultant métier, un outil de création low code, vous n'avez pas à vous inquiéter de la qualité, du développement. Cette qualité, cette complexité technique, elle est portée par l'application, enfin la plateforme de développement low code, et le consultant n'a plus qu'à, structurer les objets métiers pour que les utilisateurs s'y retrouvent. Alors, on a un gain de temps, on a aussi, derrière ce gain de temps, bien entendu, des économies, de ressources, puisque forcément tout ce temps qui ne sera pas passé à développer va pouvoir être réinvesti dans autre chose, notamment, par exemple, en ce qui concerne Axelor, de la R&D pour ouvrir de plus en plus les possibilités et les complexités techniques, heu, le tout recouvert d'un nappage, low code. Si on a, bien compris ces notions, on va pouvoir, attaquer la deuxième partie, je fais vite, hein, sur ces notions un peu théoriques. La deuxième partie qui va être le BPM, et pourquoi est-ce que le BPM, doit s'inscrire, hein, au cœur, du SI, et le tout en utilisant des outils low code. Comme je vous le disais, le moteur de workflow que, du moins, nous, on a choisi, s'appuie sur la norme BPMN. Quel est l'intérêt d'une telle norme? Bah, déjà, le fait que ce soit une norme, qu'elle est donc interprétable graphiquement par tout le monde. On n'a pas besoin d'être développeur pour comprendre cette norme-là. On a besoin de l'avoir lue, tout du moins en avoir lu des extraits, et surtout, elle a été pensée, structurée, pour répondre à l'ensemble des besoins de modélisation de processus, et ce, quel que soit le cœur de métier, dans lequel vous vous inscrivez. Alors, je vais, pour ceux qui la connaissent pas, je vais, très rapidement, vous présenter les différents, objets de cette norme-là. On va retrouver les ronds qui sont donc les événements. Ces événements qui vont donner une certaine temporalité à votre processus, au final. Vous allez retrouver les rectangles qui sont des activités, qui vont être là pour marquer les étapes auxquelles doit se soumettre le processus pour qu'il avance. Ces étapes peuvent être, humaines, scriptées, voilà, on verra ça tout à l'heure, et enfin le dernier gros bloc, fonctionnel à maîtriser, ce sont les losanges, les gateways, passerelles, qui vont nous servir, elles, à, faire diverger, converger le flux de votre processus au fur et à mesure que ce dernier avance. Voilà pour la norme BPMN, et une fois qu'on a pris en main cette norme-là, qui est pas quelque chose de très complexe, on va pouvoir modéliser les processus métiers au sein de l'application. Donc là, vous avez un exemple d'un processus qui a été modélisé. On a 2 participants, et entre ces 2 participants, on va avoir des interactions. On va avoir une orchestration, en fait, entre ces 2 participants, et chacun des participants a ses propres rôles. L'intérêt donc de la norme, c'est de pouvoir structurer une manière de travailler visuellement, et en plus de ça, de très rapidement retransmettre de l'information auprès des différents, acteurs d'un processus. Faut me dire, hein, faut me mettre des stops, hein, si je vais trop vite, ou si des notions semblent floues, n'hésitez pas à poser des questions. Le Une fois que vous avez, en main, toutes ces notions-là, on va se retrouver face à un SI qui est entièrement paramétrable, puisque on a d'un côté la possibilité de créer nos applications via des outils low code. On a, également la possibilité sur ces applications de mettre à nu les différents processus auxquels les utilisateurs vont être soumis. Ce qui fait qu'en phase de spécification, première étape, hein, donc bien entendu de l'implémentation. En phase de spécification, on a quasiment tout en main pour pouvoir spécifier assez finement, au final, le besoin. L'implémentation est quasiment transparente par rapport à la spécification, tout dépend du niveau de détail auquel vous vous êtes soumis, et l'implémentation, comme je le disais tout à l'heure, n'est plus longue, étant donné que, la partie technique complexe, elle est portée par la plateforme de votre choix,
et vous avez plus qu'à, faire des petits glissés-déposés, 3 clics de souris, si je veux schématiser, c'est ça, 3 clics de souris et le tout dans un environnement cadré, contrôlé, avec, un minimum, de risque d'erreur, tout du moins technique. Et enfin, le fait d'avoir à disposition tous ces outils, graphiques, au final, vous permet de faire rapidement évoluer votre produit en fonction des contraintes. J'en disais tout à l'heure, elles peuvent être internes, elles peuvent être externes, ça peut être des contraintes objets. Il vous manque de la donnée dans vos formulaires ou ça peut être des contraintes de processus. Les normes ont changé, les habitudes de travail ont changé. Vous avez besoin de remodéliser une partie de votre processus. Vous avez pour ça, l'outil à disposition dans votre SI. Alors je note une question là, je vais me permettre d'y répondre, très rapidement. L'acronyme ERP, c'est Enterprise Resource Planning. C'est, le nom que l'on donne à la solution qui va porter l'ensemble, des métiers d'une entreprise, la comptabilité, l'achat, les stocks, la production, la qualité, voilà, c'est là-dedans qu'on va retrouver tout le SI. Et BPM, c'est Business Process Management, pour ceux qui se le demandent. Comme ça, j'aurais traité tous les acronymes. BPMN, heu, c'est Business Process, Modeling and Notation, donc c'est le nom de la norme. OK. Donc, maintenant qu'on a passé, la partie théorique, la partie un peu plus, barbante, dirons-nous, on va passer sur un cas d'usage concret où, je vais venir faire le parallèle entre ce que je vous présente ici dans ce support de formation et une application, notre application en train de tourner et vous verrez comme ça en action les objets que je vais citer, sur les, 8 prochaines slides. Cas concret, on a identifié un besoin, en l'occurrence ici, le besoin c'est, de faire des demandes d'achat au sein du SI et on fait donc une étude de l'existant. On se rend compte, c'est de la gestion de projet, hein, on se rend compte que sur l'existant, la solution telle qu'elle est présente aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de faire la demande d'achat telle que l'on le souhaite. Et dans ces cas-là, on va définir des nouveaux objectifs et quelles sont, pour atteindre ces objectifs, les méthodes de travail que l'on souhaite mettre en place. On est déjà dans une phase, d'élaboration d'un premier modèle de processus tacite, certes, mais au moins on est en train de mettre sur pied un séquençage du travail. Une fois qu'on a passé cette, analyse de besoin, on va pouvoir passer à la modélisation du processus et conjointement la création de formulaires. Heu, la Pourquoi je dis conjointement? Parce que peut-être qu'au fur et à mesure que vous allez, explorer votre nouveau processus, vous allez vous rendre compte de besoins et: «Ah, il me faut un bouton. Ah, là, il me manque une information» et c'est, le fait de pouvoir vous appuyer sur des, technologies low code et no code qui va, vous assurer qu'il n'y a pas de délai entre, l'identification de ce besoin et son implémentation au sein de votre SI. On peut également en profiter au cours de cette phase-là, la modélisation des processus, heu, on peut en profiter pour définir les règles métiers. Pourquoi est-ce qu'on peut les définir? Parce que des fois, elles sont souvent, implicites, elles sont pas forcément, modélisées et c'est l'occasion justement de ce chantier-là, d'essayer d'utiliser les outils que nous propose la norme, pour pouvoir, déployer et rationaliser ces règles métiers. Je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. Et enfin, on va passer à, la réalisation du gros processus. Une fois que celui-ci est réalisé, on le déploie, on fait toute la phase de validation du workflow. Est-ce que le processus, correspond aux réalités métiers? Est-ce qu'il est compris? Est-ce qu'il est cohérent? Ainsi de suite. Déployer l'application et c'est à partir de là que je vais vous emmener, cette fois-ci sur mon écran, pour vous projeter non plus, heu, des slides, mais une application métier qui tourne. Donc bienvenue à ceux qui ne connaissent pas sur notre application, Accelor ERP. Heu, Elle est full web et comme je vous le disais tout à l'heure, on va retrouver l'ensemble des applications métiers, les différents modules à installer, à désinstaller. Si demain vous n'avez pas besoin du parc automobile et ben vous désinstallez votre application et instantanément, au rafraîchissement de votre navigateur,
vous n'allez plus avoir la possibilité d'aller ouvrir ou travailler tout du moins sur ces objets-là. Demain, le métier réapparaît, vous le réinstallez. Je ne vais pas, resoumettre à cet exercice, il serait redondant avec ce que vous venez de voir. Dans le cadre de ce webinaire, je vous ai parlé d'un cas concret. Le cas concret, c'était la demande d'achat. La demande d'achat, on va l'aborder par 2 prismes. Le prisme du, processus que l'on a modélisé et implémenté sur un objet, qui a également été modélisé via une solution low-code. Pour ça, on utilisera 2 outils, le BPM Studio, qui est notre modeleur de processus, et le Studio, qui est, si je peux dire, notre modeleur de formulaire. Concernant le BPM Studio, on va retrouver ici notre processus qui, se plie aux exigences de la norme BPMN avec, une interface graphique où je vais pouvoir à la souris explorer mon processus. Je vais pouvoir, le modifier, insérer des éléments, heu, au gré des différentes contraintes ou des différentes règles métiers que je vais, identifier au sein, de mon entreprise. Si on regarde un peu comment fonctionne, ce processus, on va retrouver, comme je vous disais, les événements, les différentes étapes, la compléter les renseignements administratifs, les renseignements produits. On va retrouver mes gateways pour indiquer dans quelle branche je dois aller, enfin que à ce moment-là, j'ai une divergence ou une convergence de mon flux. On va retrouver également les règles métiers. Ici, définir un responsable de dossier, c'est une règle métier pour laquelle je vais m'appuyer sur une autre norme, pour le coup, qui est la norme DMN, où en fonction de paramètres d'entrée, je vais déterminer des paramètres de sortie qui, au final, vont me permettre d'orienter mon processus. Et une fois que j'aurai fini de qualifier ma demande d'achat, je vais pouvoir faire une demande de devis auprès d'un fournisseur et également, encore une fois, me soumettre à un cycle de validation où les utilisateurs validateurs de mon devis fournisseur, sont clairement identifiés dans mon processus et ont un rôle à jouer pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc voilà un processus qui a été modélisé. Je vous montrerai, éventuellement, comment venir le modifier. Et ce processus a été, modélisé sur un objet qui lui-même a été créé en utilisant un modeler. Si je prends ici, mon objet purchase request, demande d'achat, je retrouve tout un formulaire créé avec, des différents onglets, des différents champs et ces champs-là, je suis venu les insérer en faisant du glisser-déposer. Ce que je vous propose maintenant, c'est plutôt que de s'attarder, sur la partie un peu technique, sans pour autant en voir l'impact, je vous propose maintenant de passer dans un premier temps sur l'état de l'art, à savoir ma demande d'achat, à quoi ça ressemble ma demande d'achat et comment est-ce que l'utilisateur va percevoir tout ce que l'on a mis en place pour lui. Voilà, l'objet demande d'achat, côté utilisateur, hein, côté formulaire, qui est donc, ce que j'ai mis en place ici. Alors, je vais faire preuve de bonne foi. Heu, Ici, nous avons un formulaire. Ce formulaire, je souhaite, par exemple, rajouter un champ description pour que l'utilisateur puisse donner des informations. Je vais donc me soumettre à cet exercice, en rajoutant ici une chaîne de caractères. Ce Cette chaîne de caractères, je vais, par exemple, changer son titre, description. Je vais également, spécifier que je souhaite que ce soit visible dans mes listes, et je vais, aussi indiquer que, ce champ, va faire toute la largeur de mon formulaire et je vais finir le paramétrage en indiquant que je souhaite avoir un widget, HTML, pour ce champ-là. Donc voilà, j'ai fini de spécifier mon champ, je vais, maintenant sauvegarder. Ça mouline, c'est bon, c'est sauvegardé. Et maintenant, si je rafraîchis mon navigateur, alors par contre, oui, je rafraîchis mon navigateur, voilà. On retrouve bien maintenant mon champ description, il est inséré. C'est bon, il est disponible, les utilisateurs vont pouvoir, venir, travailler directement dessus.
En parlant de travailler, je suis un utilisateur connecté à mon application, l'utilisateur administrateur. Je souhaite faire une demande d'achat. Cette demande d'achat est une demande de fourniture. Dès lors que je sélectionne le type de demande, on remarque que la vue a évolué dynamiquement. Je n'ai rien fait en tant qu'utilisateur et on a vu apparaître ici, heu, un petit texte qui correspond au statut, à l'étape du processus à laquelle je me trouve. Si on s'intéresse à l'étape de processus, j'ai la possibilité d'aller consulter mon processus, je fais voir processus. Je vois bien ici que pour ma demande d'achat numéro 11, j'ai une instance de processus que je peux suivre, qui est arrivé à l'étape compléter les renseignements administratifs, qui a déjà passé l'étape de création de demande d'achat. J'ai paramétré des conditions dans mon moteur de workflow, j'ai dans mon modèle de processus. Ici, on est sur un modèle de processus. J'ai paramétré des conditions, cliqué sur un bouton suivant, le fait qu'un certain nombre de champs soient non nuls et renseignés. Je retourne sur ma demande d'achat, je vais vérifier que ça fonctionne. Donc, je sélectionne un bureau, un service, direction générale, je mets que la commande est urgente et que l'échéance est pour le 28, par exemple. Si je fais ça, remarquez qu'ici, je n'ai toujours pas passé cette étape puisque je n'ai pas cliqué sur mon bouton suivant. Dès lors que je clique sur mon bouton suivant, l'utilisateur est accompagné dans sa saisie d'informations puisque, alors que tout à l'heure j'étais sur les renseignements administratifs, maintenant je suis sur les produits. J'ai été emmené vers les produits qui sont d'ailleurs éditables. Vous verrez à la prochaine étape du processus, les renseignements budgétaires, vous voyez ici, malgré le fait que je puisse éditer mon formulaire, je ne peux pas éditer les champs, puisque ce n'est pas à ce moment-là de mon processus que je suis censé le faire en tant qu'utilisateur. Si on retourne sur l'instance BPM ici, voilà, voir processus. Si on retourne sur l'instance processus, on se rend bien compte que l'on a avancé d'une étape. Nous étions tout à l'heure à renseignement administratif, maintenant nous sommes à renseignement produit. On va comme ça, pouvoir venir faire dérouler notre processus. On va chercher un fournisseur, Temp Component, on prend un produit. Le produit, mettons une imprimante par exemple. Allez, une imprimante laser, on va en prendre, 5. On va prendre 5 imprimantes laser et on va faire avancer notre processus. Voilà, on renseignement du budget. Oui, j'ai un budget. J'avance un peu vite puisque c'est pas forcément j'ai pas envie de vous montrer comment renseigner un champ, je suppose que vous en avez la connaissance. Et ici, nous sommes à l'étape demandée. Alors par contre, je vais m'arrêter à cette étape parce que, je vous parlais tout à l'heure des règles métiers. On est juste avant, notre règle métier qui est définir le responsable et le dossier. On va, regarder un peu ce qui va se passer au niveau du formulaire. Au niveau du formulaire, l'assignation est vide et non renseignée, de la même manière que quel dossier. Dès lors que je vais cliquer sur demander, automatiquement, automatiquement, je suis venu affecter à mon enregistrement, ma demande d'achat 11, je suis venu affecter un responsable qui est Lucas Richard. Lucas Richard étant un utilisateur de l'application. Voilà, je retrouve mon utilisateur Lucas Richard. Et je suis venu également indiquer le dossier auquel je venais rattacher, c'est un rattachement, auquel je venais rattacher la demande d'achat. Alors comment est-ce que tout ça a pu se produire? Et ben, c'est encore une fois le paramétrage no code de mon processus via, ma tâche règle métier, le DMN que je vous ai montré tout à l'heure, où en fonction de paramètres d'entrée, en l'occurrence quel est le type de demande, quel est le montant estimé, est-ce que j'ai besoin d'une validation? Nous sommes ici sur une demande de fourniture dont le montant est de 1 800 €. Demande de fourniture, le montant est supérieur à 200 €. Oui. Alors dans ces cas-là, il y a une validation. Si validation il y a, et ben dans ces cas-là, si la demande est urgente, donc validation vrai. Si la demande est urgente et qu'il y a validation et que le bureau est Paris, Lyon, Marseille ou Lille, alors dans ces cas-là, le fichier est le fichier 6 et
l'assignation est portée par Lucas Richard. Donc vous voyez, j'ai ici mes différentes valeurs d'entrée, mes différentes valeurs de sortie, j'ai mes règles métiers. Ces règles métiers sont interprétées techniquement par le moteur de workflow, mais l'utilisateur n'a pas eu à coder cette partie-là. Il a juste eu à renseigner les informations à la main, graphiquement, dans un modèle de processus pour que ce soit interprété librement. Création du devis fournisseur, on arrive à une autre étape clé du processus, assez intéressante. Dès lors que, j'ai, terminé la partie, validation et que je cliquerai sur mon création de devis fournisseur, je vais venir et c'est très intéressant, toute la force du no code, elle est là. Je vais venir créer un nouvel enregistrement dans ma base de données qui cette fois-ci sera un devis fournisseur. Alors, heu, comment est-ce que je fais ça? Je fais ça en utilisant le moteur de workflow. Donc dès que je crée un devis, j'ai un nouvel onglet qui s'ouvre. On va retrouver dans ce devis les informations qui étaient dans ma demande d'achat, à savoir le fournisseur, la société. On va retrouver ici mes imprimantes laser en quantité, j'en avais mis 5 pour un montant de 1 800 €. Pour l'instant, je n'ai pas menti. Au niveau de ma demande d'achat, de ma demande de devis, j'ai une continuité de processus entre différents objets de l'application. On voit bien que pour la demande d'achat, j'avais passé toutes mes étapes ici. J'ai envoyé mon message, je suis allé faire de l'orchestration avec un autre participant, en l'occurrence celui sur lequel est paramétré le processus de la demande de devis. 2 tâches script sont venues s'exécuter pour vouloir créer un enregistrement en base de données, à savoir la demande de devis sur laquelle je suis actuellement. On parlait de low code, vous pouvez pressentir que cette création de devis n'a pas été portée par du script complexe. Ce sont, des interfaces graphiques qui vont permettre à chacun de venir, heu, indiquer quelles sont les données à renseigner dans la demande d'achat que l'on vient de créer. Quelle est la condition de paiement? Ah, je veux que ce soit du 30 jours net, très bien, je dis 30 jours net, je clique sur OK, le script est généré. L'utilisateur fonctionnel n'a pas besoin de se poser la question de savoir si le script est bien généré, il est généré automatiquement par la plateforme. Ce script va être interprété à partir du moment où je passerai sur cette étape de mon processus pour être exécuté et donc donner lieu à la création justement de ma commande d'achat. Sur ma commande d'achat, j'en suis à l'étape de demander mon processus, hein, c'est ce qu'on a ici. Et ici, le fait de s'inscrire dans une démarche low code au sein d'un ERP devient d'autant plus intéressant puisque à cette étape-là, je vais également envoyer un email. Alors, comment est-ce que je fais ça? Ah non, autant pour moi. C'est à cette étape-là que j'envoie l'email. OK, je vous ai un peu spoil la suite. J'enverrai l'email dans 3 étapes. À cette étape-là, on me demande de faire la demande de devis. Donc si je retourne ici, j'ai quand même, renseigné, un contact, histoire d'au moins avoir, un destinataire à mon mail et donc je vais demander. Remarquez ici que, nous avons d'un coup 2 petits tags qui sont apparus. La validation du responsable et la validation de l'acheteur. Alors, je vais faire un petit retour arrière sur le processus. Sur le processus, en fait, nous sommes passés ici par une passerelle inclusive où, dans tous les cas, nous irons, demander la validation du responsable et la validation de l'acheteur. Ça, c'est systématique et nous avons ici, fixé, une limite qui est que si le montant de la commande est supérieur à 2 000 €, alors nous allons avoir une validation du directeur. Très bien. On pourrait se dire que la validation du responsable est suffisante pour passer toutes les étapes. C'est pas le cas. On a designé notre processus pour que, à cette étape-là, j'ai nécessairement la validation de mon responsable et de mon acheteur. Remarquez ici que la validation responsable a eu lieu. J'ai bien cliqué sur le bouton, j'ai bien coché ma case de validation responsable et
ici, mon processus est en attente que l'acheteur valide à son tour la demande de devis. Donc si je fais ma validation d'acheteur, je sauvegarde, j'ai bien mes 2 validations. Si je retourne sur mon, instance de processus, sur mon processus en fait, hein, globalement. Si je retourne sur mon processus, on voit bien ici que j'ai eu mes 2 validations. Le fait d'avoir ces 2 validations va me permettre de terminer cette boucle, cette partie de mon processus pour arriver sur la validation de la commande. Validation de la commande où, je vous ai un peu spoil tout à l'heure, nous allons envoyer un mail. Et comment est-ce que le mail est envoyé? Bah, le mail est encore une fois envoyé via, une interface no code, portée par le moteur de workflow. Dans le paramétrage de cette étape, j'ai, spécifié 2 choses. Le fait d'envoyer un mail en me basant sur un modèle de message et également le fait, d'emmener ma demande de devis dans un menu spécifique à cette étape-là. Alors comment, visualiser tout ça? Excusez-moi. Comment visualiser tout ça? On va commencer par le mail. Le mail, j'ai la possibilité dans l'application de définir des modèles de mail, hein, toujours dans cette logique, low code, hein. Low code qui n'est pas no code, hein. Je tiens à préciser que low code, nécessite tout de même, de se donner une marge de sécurité d'à peu près 20 sur le fait d'intégrer dans l'application du code. Et donc ici, on a créé un modèle de mail et ce modèle de mail, me permet de venir récupérer des informations dynamiquement pour pouvoir, envoyer des mails à des destinataires. Quand je dis dynamiquement, c'est ici, par exemple, sur le destinataire, je viens récupérer l'adresse mail du contact de ma demande d'achat. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai légèrement insisté sur le fait de mettre un contact. Si on ouvre la fiche d'un utilisateur, on a bien une adresse mail et c'est cette adresse mail que je vais venir récupérer. Donc ça, c'est mon modèle qui en soi est générique pour tout type de demande d'achat, de demande de devis et le processus, quant à lui, arrivé à son étape de, validation de la demande, est venu générer un mail en reprenant les informations. Je reprends bien ici l'adresse mail de mon contact, je reprends bien ici la référence de ma demande d'achat, achat 10. Et je vais également en profiter pour reprendre le contenu de ma demande avec une imprimante laser x5 pour un montant de 1 801 €. Donc voilà, tout l'intérêt d'avoir au sein d'un même SI, votre ERP, le moteur de workflow et puis même l'envoi de mail, c'est que, bah, vous pouvez tout centraliser, tout paramétrer et tout va s'orchestrer de manière complètement naturelle et transparente pour l'utilisateur. Donc là, j'ai envoyé mon mail et en plus de ça, je vous disais que j'en ai profité pour adresser cette demande, d'achat à un menu spécifique. Si je vais dans mes demandes d'achat, j'ai ici une commande à valider. Quand j'ouvre ma commande à valider, je retrouve ici ma référence qui est la demande d'achat 10, puisqu'elle est rendue à l'étape de validation de la commande. Dès lors que je vais valider ma commande, dès lors que je valide ma commande, je ne suis plus à cette étape, c'est fini. Et donc, si je réouvre mon menu commande à valider, je ne retrouverai plus mon enregistrement. Donc, le moteur de workflow nous permet en plus de ça de venir orienter les différents enregistrements auprès d'utilisateurs sélectionnés, puisqu'il apparaît, enfin, il est bien entendu évident que l'on peut conditionner les permissions d'accès au menu de l'application. Chose que je n'ai pas faite ici, mais sachez que ça demeure possible via un simple paramétrage où nous avons la possibilité ici d'indiquer un chemin utilisateur pour désigner un utilisateur spécifique à cette étape-là ou alors une équipe en charge de, cette application. Alors je vous ai montré un peu le déroulé d'un processus sur différents objets métiers. Je vais vous montrer une dernière chose ici, qui est le tableau de bord. L'un des intérêts forts de mettre en place, un moteur de workflow au sein du SI, c'est pour la partie management, hein, business process management, hein, et la partie management, c'est quelles sont les données que l'on souhaite récolter. Ce sont des données de temps et d'utilisateurs.
toutes, les étapes par lesquelles j'ai pu passer au cours de la vie de ma commande, je peux, les retrouver dans un tableau de bord qui va, reprendre, bah, les étapes utilisateurs, demande de devis, validation de l'acheteur et validation de la commande. Je vais retrouver pour chacune de ces étapes à quel moment elles ont été activées, quel est l'utilisateur connecté qui est venu les faire. Et surtout et aussi, je vais, pour chacune de ces étapes, pouvoir, quantifier le temps qui a été passé sur chacune de ces étapes. Ça, c'est quelque chose que je peux faire à l'échelle d'une instance de processus, donc d'un des enregistrements de la base de données, mais j'ai également, la possibilité sur mon modèle de processus de consulter ces informations. Si je prends par exemple, Purchase Request, j'ai la possibilité de consulter ces informations pour l'ensemble des instances de processus de ce modèle-ci qui ont été lancées, où je sais combien de fois je suis passé par l'étape compléter renseignement budget, combien de temps je suis venu passer à attendre en heures. Donc là, bah, il y a beaucoup d'attentes ici, 170 heures. Donc je sais que par exemple, ici, j'ai un point d'amélioration sur une des étapes. Vous pouvez vous en douter, toutes ces données sont enregistrées en base, donc ça vous permet aussi, vous derrière, de le réexploiter sur des solutions de BI plus avancées ou tout au moins de retravailler un peu cette donnée. L'important étant de mettre à disposition des utilisateurs stratégiques ces données-là pour pouvoir identifier comment devenir plus compétitif et surtout comment augmenter la satisfaction du client. Ce qui est l'objectif, un des quatre principes du BPM, de la logique de l'état d'esprit BPM. Alors je vous ai montré beaucoup de choses et ce que je ne vous ai pas montré en revanche, c'est, comment venir, modifier rapidement, redéployer la slide sur laquelle je m'étais arrêté, comment venir redéployer, en fait, une nouvelle version du processus. Parce qu'on parle beaucoup d'agilité, on parle beaucoup de justement de low code, mettons un peu, ce système à l'épreuve. Tout à l'heure, de façon, complètement aléatoire, j'ai rajouté un champ description dans, ma demande d'achat. Force est de constater, que ce champ n'est pas renseigné. Or, pour des besoins métiers, j'ai besoin de cette information. Je vais donc venir, ici, avant de, compléter mes renseignements produits, contraindre un utilisateur à renseigner la description. Pour ça, je vais rajouter une étape qui est une tâche utilisateur, hein, c'est un utilisateur de l'application qui va s'y soumettre et qui va être de renseigner la description. Sans faire de faute d'orthographe, c'est mieux. Renseigner la description et maintenant, en tant qu'utilisateur fonctionnel, je vais paramétrer et je vais dire, à cette étape-là, sur ma demande d'achat, ma description ici, que j'ai insérée, string 37, est non nulle. Voilà, je veux plus que ce soit nul. J'en profite pour afficher le statut puisque je souhaite qu'un utilisateur donné, soit au courant de l'étape à laquelle, il est soumis. J'ai déployé. Voilà, alors je suis allé très vite, donc je redéploie. Ici, le mapping entre les anciens nœuds et les nouveaux nœuds, n'est pas à faire à la main. C'est le SI, le RP qui s'en occupe. Il m'informe de manière très élégante, qu'il a réussi à se déployer et je vais donc pouvoir, me créer une nouvelle demande d'achat et vérifier tout de suite, que, les modifications que j'ai faites, heu, sont, heu, sont bien prises en compte. Alors, bureau Paris, service, direction générale, téléphone, on s'en fiche là pour cette étape et je clique sur suivant, renseigner et là, je suis bien à renseigner la description. Donc j'ai bien ma nouvelle étape qui est prise en compte. Alors maintenant je me suis rendu compte au passage que j'avais oublié de faire un petit paramétrage. Heu, Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je donne la possibilité à l'utilisateur hem de modifier, ce champ. Donc, je me suis rendu compte, voilà, erreur. Ah bah, pas de souci. J'ai également à portée de main une interface qui va me permettre de venir, piloter la vue, piloter l'accompagnement utilisateur. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure.
Et là, de la même manière que pour les autres étapes, on a la possibilité de le faire, sans, bouger beaucoup de petits doigts. Ici, alors hop, je vais dire que, le panneau dans lequel se situe le champ description n'est plus en lecture seule, read only false, voilà, je fais ça, OK, à cette étape-là, read only false, très bien, je déploie, je retourne sur ma demande d'achat, je vais juste rafraîchir et là c'est bon, ça a fonctionné, c'est bien, mon utilisateur a la possibilité et je vais renseigner mon petit lorem ipsum, voilà. Je sauvegarde, c'est bon, mon processus a fonctionné. Mon utilisateur est bien maintenant contraint de renseigner une description et c'est le renseignement de cette description qui permet à l'utilisateur de passer à l'étape suivante. Donc vous voyez ici, on a réussi à créer une nouvelle application et sur cette nouvelle application, à mettre au cœur de cette dernière un processus pour accompagner les utilisateurs, fiabiliser la saisie de la donnée et surtout, se donner les outils pour améliorer à la fois l'expérience utilisateur et la satisfaction client. Je reviens rapidement sur la présentation. Déploiement en un clic, c'est ce que je viens de vous montrer. Révolution du low-code, no-code, nous sommes en plein dedans. On peut modéliser, déployer, on est flexible, on est agile, on est adapté au métier, on est centré même sur les métiers. On peut personnaliser, on peut donner le choix au client de personnaliser également. Vous voyez, hein, ces outils ici sont des outils relativement accessibles, peu complexes à la manipulation, et on a devant nous un champ des possibles qui est illimité. Eh ben écoutez, en ce qui me concerne, j'espère vous avoir, conquis, tout du moins, au moins susciter votre intérêt. Si maintenant vous avez des questions, je ne sais pas, peut-être Christian, tu reprends, un peu la main dessus? Oui, eh bien, écoute, mais en tout cas, merci Pierre là, pour cette brillante démonstration de la puissance de feu, du champ du possible des applicatifs Axelor. Hein, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est outre se placer dans un modèle économique qui est intéressant, qui donne une souveraineté, et de voir que l'outil, que la plateforme a vraiment des capacités importantes et qui ont été démontrées par tous les clients, y compris les grands clients industriels qui ont choisi votre solution. Donc ça, c'était très, très intéressant. Écoute, ce que je te propose, on va remonter la liste des questions et puis les prendre au fur et à mesure. Si tu le veux bien. Donc, la première question était une question de Jean-Louis Janin. Avez-vous dans votre équipe des informaticiens qui maîtrisent Java et qui auraient une bonne pratique d'un éditeur d'ontologie, comme Protégé, par exemple? Alors, je ne sais pas si ça te parle. Alors protégé me parle pas, spécifiquement, je connais pas tout ce qui existe sur le marché. Mais, alors pour vous répondre, Jean-Louis, notre équipe, de développement est constituée d'ingénieurs informaticiens spécialistes en Java notamment, puisque, l'ensemble de notre application, côté back, c'est du Java. Qui est Java, entre autres, et du coup, bah, tous nos développeurs, maîtrisent le Java, et certains de nos développeurs un peu plus spécialisés, sur le front, sont orientés, Node et React. Voilà. Très bien, merci Pierre. Alors voilà, deux autres questions concernant les acronymes, mais tu en as pas mal parlé déjà, hein, donc on va pas s'étendre dessus. Une question de Mohamed qui nous demandait si le replay serait disponible. Oui, il sera disponible, pas de souci, très très rapidement derrière. Une question de Sid. Bonjour, votre solution permet-elle le développement à plusieurs avec une gestion de versionning via Git, via Git? Alors, oui, alors c'est d'ailleurs, ce que l'on utilise en interne, et c'est comme ça que l'on met à disposition nos sources. Si vous allez actuellement sur GitHub et que vous cherchez Axelor, vous allez retrouver, 4 ou 5 repos, je sais plus exactement.
ce sont des repos Git, et nous, quand nous développons, on utilise GitLab en interne pour tout ce qui est développement, avant de push tout, enfin de cloner en miroir sur GitHub pour ce qui est de la partie open source. Très clair. Et voilà, une question de Luc. Alors, on en a parlé un tout petit peu, mais peut-être que c'est intéressant que tu le reprécises. Quel est le modèle économique d'Accelor, et en particulier avec ses partenaires? Comment ça s'organise, en fait? Alors, le modèle économique, c'est un peu... c'est le modèle économique freemium. C'est-à-dire que, en fait, on propose un produit complètement en open source. Il n'y a pas de restriction, en fait, à l'utilisation de notre produit. Aujourd'hui, si vous allez récupérer les sources, vous avez accès à toute notre application, exception faite de quelques connecteurs pro qui, eux, sont disponibles auprès des utilisateurs sous licence, puisque font appel à des solutions qui ne sont pas en open source. Prenons par exemple le connecteur Office 365. Licence Office 365, c'est pas gratuit. Donc tout le monde y a accès, et après nous avons la possibilité de réaliser des projets en direct auprès de partenaires ou de clients qui souhaitent avoir une spécialisation, une verticalisation de notre solution pour leur business. Et dans ces cas-là, on propose de prendre en charge les développements et la gestion de projets. Mais on s'appuie aussi massivement sur notre réseau de partenaires qui vont, eux, pouvoir justement gérer toute cette partie projet. Et nous demandons juste des licences dans ces cas-là, des licences qui vont couvrir la TMA et puis l'accès justement au fameux connecteur dont je vous parlais tout à l'heure. Mais quand tu parles de connecteurs, tu parles peut-être de bibliothèques d'API, de choses dans ce style. C'est ça, ce sont des intégrations que... Voilà, Sage 100, ce sont des intégrations qu'on a faites, qui ont demandé quand même pas mal de temps de travail, d'adaptation pour rendre ça compatible avec notre application, et qui sont, eux, pour le coup, restreints aux utilisateurs sous licence. Bien sûr. Et qui permettent, dans le cadre de l'intégration de la plateforme dans SI, de pouvoir interagir avec les applications, j'allais dire, structurantes du SI. Exactement. Ensuite, une question de Didier. Est-ce que toutes les fonctionnalités de l'ERP, exemple commande client, sont basées sur le BPM et donc modifiables simplement par un administrateur sans code? Alors, pour répondre à ça, aujourd'hui, le BPM est un produit pas relativement jeune, mais c'est un produit qui est en cours de pleine transformation, hein. Et donc, ça fait partie de notre roadmap justement de 2023 de venir adapter l'ensemble des processus du standard. Si on prend par exemple le processus de facturation ou le processus de commande client, en utilisant la norme BPMN et notre moteur de workflow. Mais on est en train de travailler activement, d'ailleurs c'est un des sujets qui aujourd'hui m'anime, on est en train de travailler activement sur le fait de pouvoir proposer aux utilisateurs tous les procédés, tous les processus du standard au format BPM. Mais si jamais vous souhaitez, et c'est ça aussi qui est intéressant, si vous souhaitez exploiter un processus existant, donc qui aurait été paramétré en XML, et sur lequel vous souhaitez rajouter une surcouche via le BPM, il n'y a pas de contre-indication à ça. Voilà. Cet outil vous permet de dichotomiser les étapes de vos processus standards. Est-il possible de migrer des données? Ouais, je me suis permis de prendre la suite. Question de Mohamed. Est-il possible de migrer des données venant d'autres ERP comme Sage, BP, où il existe des modèles de migration?
où cela est simple à paramétrer. Alors, il est possible de migrer des données, hein, vous doutez bien que sur l'ensemble des clients qu'on a eu, beaucoup avaient déjà des données. Aujourd'hui, on a un outil qui nous permet, directement dans l'application de faire de la migration de données en utilisant des, modèles CSV ainsi que des, scripts, XML de paramétrage. Et c'est également un des éléments de la roadmap de 2023. L'outil, enfin l'amélioration de notre outil pour pouvoir proposer une interface low code, toujours dans cette même logique, hein, low code pour pouvoir justement binder une source de données entrante et une source de données et une destination de la donnée. Très clair. Question suivante. Question de Sid. Alors oui, merci. Alors, mise en place du workflow et l'ensemble des éléments permettant un traitement de bout en bout. Alors, l'outil BPM, parce que c'est ça, pour le workflow à proprement parler, l'outil BPM permet de versionner les modèles de processus. Donc il y a cette logique-là. Mise en place d'un workflow et de l'ensemble des éléments. Et en fait, on va avoir 3 cas de figure, c'est-à-dire que vous avez le premier cas de figure où la modification de votre modèle de processus n'est pas impactante pour les enregistrements sur lesquels les utilisateurs sont déjà en train de travailler, dans le sens où l'étape modifiée n'a pas encore été atteinte. Dans ce cas-là, ce sera transparent pour l'utilisateur. Vous avez le cas de figure où l'étape est déjà passée, et dans ces cas-là, il n'y a pas de retour en arrière qui est prévu, à moins que vous ayez vous-même dans votre nouveau modèle de processus anticipé ce cas de figure et donc proposé un retour arrière dans votre modèle. Et le dernier cas de figure, c'est votre modification est sur une étape en cours, et dans ces cas-là, vous avez toujours la possibilité au moment de migrer, au moment de déployer la nouvelle version, vous avez la possibilité de migrer les précédents enregistrements sur la nouvelle version. C'est un choix en fait qui est fait au déploiement, ce qui fait que si vous avez peur que certains enregistrements perdent une information ou tout du moins ne soient plus valables, vous pouvez décocher cette case-là et dans ces cas-là, ils tourneront sur l'ancienne version. Pour ceux qui sont en cours. Les nouveaux, bien entendu, embarqueront la nouvelle version. Bien, en fait, et une dernière question de Mohamed, en fait, qui apparemment donc sera présent dès jeudi prochain à votre journée partenaire. Donc, quelqu'un qui est déjà convaincu par la solution. Alors, est-ce qu'on aurait dans le chat loupé quelques questions? A priori, Très non. bien. Sinon, moi, j'avais quelques questions. Je vais en profiter pour te les poser, Pierre. Tu sais, je m'interrogeais sur le positionnement en fait de votre offre versus le RPA, le Rapid Process Automation. Parce que c'est des solutions qui, en quelques années, ont vraiment pris des places très importantes dans les dispositifs, surtout de grandes entreprises, pour pouvoir, en quelque sorte, interagir un petit peu dans ce que vous faites, hein, c'est-à-dire avec beaucoup d'activités destinées aux non-professionnels du IT et des applications très UX pour interagir entre des grands mainframes, j'allais dire. Et je voulais savoir un petit peu quel était votre positionnement, vous, par rapport justement à cette dynamique RPA. Je ne sais pas si le RPA, il est vraiment le RPA, c'est vraiment centré sur l'automatisation. C'est vraiment ce qui est au cœur de cette idée-là. Ça a donc un côté très technique dans son exécution. On vient paramétrer des automates au final pour faire avancer un business et du coup s'absoudre d'une action humaine, ce qui a du sens. Et notre produit va plus loin dans le sens où on a cette possibilité d'automatiser des étapes, comme je vous l'ai montré. Là, on vient créer automatiquement une demande de devis, mais aussi on vient quantifier. Et c'est ça qui est intéressant avec la logique BPM, parce que dans BPM, il y a M pour management. Donc on vient quantifier le temps humain nécessaire à la réalisation de certaines étapes qui ne peuvent pas être automatisées.
Voilà, et c'est tout l'intérêt de la chose. C'est-à-dire que, aujourd'hui, vous mettiez en place du RPA dans une solution, bah, oui, vous allez gagner du temps, mais vous Mmh. n'allez que gagner du temps. Que Tandis que gagner demain, du vous temps. mettez en place du BPM, vous allez gagner du temps et en plus de ça, vous allez pouvoir identifier où et comment gagner encore plus de temps. Puisque sur des tâches humaines, vous allez pouvoir, savoir combien de temps sont nécessaires pour les faire. Éventuellement, alors ça peut paraître du flicage, mais, quels sont les utilisateurs plus performants, les utilisateurs un peu moins performants et du coup essayer de proposer des solutions d'évolution. Mmh. Du coup, on est sur 2 approches un peu différentes. Peut-être pas forcément complémentaires, mais qui peuvent cohabiter ensemble. Ouais, c'est intéressant, ouais. Effectivement, j'avais une autre question justement sur cette dynamique SaaS, parce que le vrai intérêt souvent qu'on oublie du SaaS, c'est de pouvoir, ben, justement tracer un peu les usages de son application, et de les comparer les usages entre différents clients et de pouvoir faire des modifications. Et est-ce que du coup, dans votre offre, vous avez en quelque sorte une offre de customer success, comme ça se fait, pas mal dans chez les éditeurs SaaS, de manière à dire à vos clients qui utilisent les plateformes, voilà, vous l'utilisez de telle manière, mais potentiellement, vous pourriez l'utiliser mieux. Voilà, cette dynamique customer success. Est-ce que vous l'avez aussi? Alors on a, je dirais c'est un peu une approche qui est comprise dans l'offre que l'on fait sur, la partie réalisation du projet. D'accord. C'est-à-dire que du fait qu'on soit éditeur de logiciels, quand on a un client qui nous approche pour, justement implémenter notre solution au sein de son SI, on est, porteur de tout l'historique, aussi que l'on a eu avec des clients du même genre et on va être, en mesure de proposer ou d'adapter des solutions qui fonctionnent, actuellement chez d'autres clients. Voilà. Très bien. Puisque, par exemple, si demain on a un client, heu, très axé autour de la comptabilité, nous n'avons pas nécessairement en interne, bah, des experts comptables, une armée d'experts comptables qui connaissent parfaitement leur métier et ce client va nous, faire verticaliser en fait la comptabilité Mmh. pour répondre à ses besoins. Et de ça, nous avons la possibilité derrière de standardiser une partie, de la réalisation pour pouvoir faire évoluer notre produit. Donc il y a aussi un peu tout ça. Le succès, en fait, il est permanent et c'est ce que fait l'équipe de D'accord. R&D sur notre produit. C'est dès qu'il y a une bonne idée, on l'étudie et on la standardise pour pouvoir, proposer aux futurs clients et ou même aux clients qui souhaitent monter des versions, bah, ce qui est le plus à jour possible. Mmh. Ouais, cette fameuse dynamique, test and learn là que le jury avait particulièrement apprécié. Exactement. Voilà. Alors une autre question est arrivée. Hop, une question de Xavier. Est-il possible de tester des processus BPM and workflow en base test et de les déployer dans une version de prod? Intéressant. Tout à fait. Alors c'est vrai que je vous ai pas montré, ces aspects un peu techniques. Je me permets de reprendre un peu la présentation. Mmh. L'ensemble des processus, ce sont, des fichiers qui sont disponibles en fait. Ce sont des fichiers au format BPMN, qui est un format standardisé, assez technique, hein, c'est du XML et en fait, vous avez la possibilité de venir télécharger le fichier et quand vous allez le réimporter, le fichier que vous allez réimporter est porteur de l'ensemble du paramétrage que vous aviez déjà fait. Donc si votre environnement de production est relativement ISO par rapport à votre environnement de recette, vous avez cette possibilité de télécharger, réimporter et redéployer bien entendu, le modèle de processus sur l'environnement de production. Voilà. Parfait, merci. Eh bien, je crois qu'on arrive à la fin des questions. Moi, j'ai une dernière question, un petit peu de circonstance. Euh, tu as vu hein, la grande dynamique qu'on a autour de ChatGPT depuis quelques semaines. Est-ce que Mmh. demain, on peut imaginer appeler sa plateforme Accelor en lui demandant, eh bien voilà, il faut que tu m'organises un processus de recouvrement de créances avec un mail, un message, un appel téléphonique et puis une synthèse mensuelle et, euh, et que ce sera possible. Alors on peut toujours imaginer, mais après il faut voir comment le réaliser.
Effectivement, ça fait partie des grands fantasmes, de notre temps, d'avoir la capacité à tout commander vocalement et puis s'assurer qu'aucune erreur technique n'est faite derrière. Pour être assez transparent, on a des projets d'intégration d'intelligence, artificielle au sein de notre solution. Encore faut-il correctement les designer, pour Mmh, s'assurer de répondre à des réels besoins. Et notamment en ce qui concerne les processus, effectivement, il y a une mouvance, sur le process mining qui mmh. permet d'analyser les patterns et d'en proposer des plus optimaux. Bon ça, ce sont des travaux, hein, qui sont menés, mais qui, pour l'instant sont peut-être un peu trop, récents pour, les implémenter, quoi. Je te remercie de ta réponse. C'était un peu la question piège. Et aussi pour rappeler qu'au sein du pôle, on a un hub et une dynamique sur l'IA qui est assez importante et que, bien sûr, on est toujours en mesure d'échanger sur ces sujets. Très bien. Eh bien, je vous remercie à tous pour votre participation. Merci Pierre. C'est très clair. On voit bien l'intérêt et la capacité, le champ du possible, hein, comme tu nous l'as dit, de la plateforme. Et c'est vraiment un sujet très, très, très intéressant. Encore une fois, ben, bravo pour ce label champion. Et merci à tous de votre attention. Vous pouvez suivre le dernier webinaire. Tous les webinaires sont disponibles en replay, y compris celui-là qui sera disponible dans quelques minutes. Mais demain, vous avez aussi l'opportunité de suivre le webinaire de notre dernier champion, Median System, et sur lequel vous êtes les bienvenus. En conclusion, je peux juste vous dire que le programme champion 2023 va être lancé. Pour les entreprises qui nous écoutent et qui sont membres ou celles qui souhaitent devenir membres, mais vous pouvez aussi postuler, vous pourrez aussi peut-être être champion de notre pôle et c'est tout ce que nous vous souhaitons. Très bien, merci Pierre, merci à tous de votre attention et puis je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. À très bientôt. Merci à Merci Pierre, tous. au revoir.